soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de votre actualité monégasque. En ouverture de ce journal, nous vous présenterons un challenge électrique qui avait lieu entre Cannes-sur-Mer et Monaco. Nous assisterons à la conférence de presse de chez Venturi qui vous dévoilera les futurs défis à venir. Nous vous présenterons le concept Nuit Blanche qui fait son apparition en Principauté. Et pour terminer, nous parlerons agriculture avec une idée innovante. Et débutons ce journal par le Riviera Electric Challenge Cannes Forever dans le cadre du Salon Ever. Cette épreuve d'éco-conduite 100% électrique reliée Cannes-sur-Mer et la Principauté. Frédéric Hélion vous en dit plus. 85 km à parcourir, 11 étapes, 32 équipages au volant de véhicules 100% électriques, 9 marques représentées. Le Riviera Electric Challenge n'est pas une épreuve comme les autres, organisée dans le cadre du Salon Ever. Pas de temps scratch ou de notion de vitesse, l'objectif est de relier Cagnes-sur-Mer à Monaco en consommant le moins d'énergie possible et donc en adoptant la conduite la plus souple. On a 2 personnes là qui ont mesuré l'énergie sur le départ et 2 personnes vont à Monaco mesurer la consommation de manière à remettre un trophée aux 3 premiers qui auront consommé le moins. Alors ça c'est une première épreuve. La deuxième épreuve c'est aussi une épreuve de questions parce que tout le long du parcours il y a 11 étapes et sur ces 11 étapes il y a 3 questions basées sur la transition énergétique en référence au site où l'on s'arrête en fait. Pour cette deuxième édition du challenge, le nombre d'équipages a doublé par rapport à l'an passé. 2 véhicules de la SMEG étaient engagés et représentaient la Principauté. Départ de Cagnes-sur-Mer donc pour une première étape jusqu'à Mandelieu, puis un passage par la Colle-sur-Loup et Vence. Comme en rallye, le copilote muni de son roadbook joue un rôle majeur aux côtés du pilote. Mon rôle de copilote, c'est de trouver le chemin le plus court, de ne pas perdre de temps, de faire de détours pour justement économiser l'énergie. Et je réponds aussi à des questions qui nous posent sur les villes-étapes. Ça participe au classement du rallye. Et surtout trouver le bon trajet, pas perdre de temps sur la route, essayer de le prévenir par rapport aux limitations de vitesse, aux obstacles qu'il peut y avoir. Ça s'est bien passé. La conduite, il faut être stable sur l'accélérateur, pas donner d'à-coups, et puis anticiper beaucoup les réactions des autres conducteurs en fait. Tout ça, c'est l'éco-conduite, quoi. Après des passages par Carrosse, Saint-Laurent-du-Var, Nice et Beaulieu, les 32 véhicules sont arrivés à Monaco, au Grimaldi Forum. Le deuxième équipage de la SMEG, composé de Philippe et Lionel, participait pour la 2e fois à l'épreuve. On n'aurait pas pu ne pas être présent pour la seconde fois au rallye, quoi. Donc en plus on avait engagé 2 véhicules cette année, comme l'année passée, et vraiment tout s'est très bien passé. Et on est ravis d'être encore là et on espère être encore là l'année prochaine. On a tout le temps les yeux fixés sur le smartphone en fait, parce qu'il faut chercher les réponses sur le téléphone et c'est pas évident du tout. Donc un peu de réponses en recherchant sur le téléphone et quelques réponses au hasard aussi. La remise des prix a eu lieu en fin de journée au Grimaldi Forum. Les équipages qui ont le mieux répondu aux questions sur la transition énergétique et qui ont roulé en consommant le moins d'énergie ont été récompensés. Et toujours dans le cadre du Salon Ever, le constructeur monégasque Venturi organisait une conférence de presse afin de présenter ses prochains défis et échéances majeures. Frédéric Hélion était sur place. Un bolide électrique de 12 mètres de long, 3 tonnes 5 et 3000 chevaux, la Venturi VBB3 est tout simplement la voiture électrique la plus puissante jamais construite. Un véhicule amené à battre un nouveau record du monde de vitesse, pas avant septembre prochain, du côté du lac salé de Bonneville aux États-Unis. Un record déjà détenu par Venturi qui espère l'améliorer pour atteindre les 600 km/h. En 2010, Venturi avec la VBB 2.5 a établi le record du monde à 495 km/h avec un véhicule qui faisait 700 chevaux. Là, ce véhicule fait 3000 chevaux. Donc on est à peu près sûr qu'il va se passer quelque chose de positif sur le lac salé de Bonneville. Sauf que depuis 3 ans que cette voiture est prête,
On a été victime d'intempéries assez étonnantes, énormément de pluie, des orages très violents qui ont inondé cette piste, difficulté à évacuer l'eau, donc on roule sur une espèce de bouillacasse qui n'est pas propice à la motricité, donc on a réussi à établir des records de catégorie, mais bien sûr on n'a jamais tenté d'atteindre notre vitesse maximale. Venturi participe également au championnat de Formula I réservé aux monoplaces électriques, et ce depuis la création de l'épreuve. Le team Venturi Grand Prix se bat contre des mastodontes du sport auto comme Audi ou Renault, avec une nouveauté majeure cette saison. À partir de la saison 2, le championnat a ouvert la possibilité à différents constructeurs de développer leurs propres solutions de powertrain électrique. Donc Venturi a développé pour la saison 2 une chaîne de traction optimisée par rapport à la première année et a pu fournir une autre écurie, donc Dragon Racing. La chaîne de traction Venturi est l'une des plus performantes du championnat. Stéphane Sarrazin, pilote du team Venturi, reste sur une deuxième place à Long Beach. Jérôme D'Ambrosio a lui amené sa monoplace Dragon Racing sur la première marche du podium lors du e-Prix de Mexico. Et le team Venturi travaille déjà sur le développement de la monoplace de la saison prochaine qui doit être homologuée début juin. Et du sport, place à la culture avec ce tout nouvel événement qui aura lieu le 29 avril prochain. La Nuit Blanche consiste à mettre l'art et la culture à l'honneur durant toute la nuit dans différents endroits de la Principauté. Le récit de Dominique Poulain. Déjà organisée dans une trentaine de villes européennes, la Principauté aura elle aussi sa Nuit Blanche, une première qui se déroulera le 29 avril. Le concept de la Nuit Blanche est de mettre à l'honneur l'art et la culture sous toutes ses formes. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on va faire une Nuit Blanche un peu particulière dans ce sens où elle est dédiée à l'art contemporain. C'est vrai que ça se fait dans beaucoup de villes, mais c'est souvent un peu une nuit des musées plutôt qui se fait avec des prétextes contemporains. Et ce que nous faisons à Monaco, c'est une proposition complètement contemporaine qui s'inscrit d'ailleurs dans la logique qui est mise en route avec le grand marché d'art Art Monte Carlo qui commence le même jour que la Nuit Blanche. L'intérêt de Monaco, c'est que c'est une terre de rencontre. Et l'intérêt de la Nuit Blanche, c'est qu'elle propose des choses que l'on peut voir ailleurs, mais mises ensemble. Et on ne peut voir ces choses ensemble qu'à Monaco. C'est au centre des résidents étrangers de Monaco que la programmation de la Nuit Blanche a été dévoilée. L'art contemporain et la culture envahiront l'espace jusqu'au petit matin, sur un parcours allant du casino à l'auditorium Régnier 3, en passant par le jardin de la Petite Afrique, l'esplanade du Grimaldi Forum, la Villa Saubert, le jardin japonais ou encore la plage du Larvoto. Et dans les rues, ce sont les concerts qui se multiplieront. Le musée océanographique, qui ne figure pas sur le parcours, a voulu s'associer à l'événement. Il sera ouvert toute la nuit et les visiteurs pourront y accéder gratuitement. À l'initiative du Conseil national, avec le soutien du gouvernement princier qui a alloué la somme de 600 000 €, cette manifestation accueillera une trentaine d'artistes de réputation internationale. Surtout des artistes internationaux, où on aura de l'art contemporain, du concept, de la vidéo, de la musique. Et ce qui sera monégasque, ce sera les institutions pour cette première année qui vont prêter main forte. Il y aura le musée national avec la Villa Saubert, il y aura l'auditorium Régnier 3, il y aura le Grimaldi Forum. Enfin, toutes les institutions vont porter leur contribution à cette Nuit Blanche. L'idée était de faire venir à Monaco, qui a déjà une quantité d'événements exceptionnels et internationaux, de créer un événement différent dans le but d'améliorer l'attractivité et de finalement essayer de faire venir à Monaco des gens qui n'y seraient pas venus naturellement. Et il y en aura pour tous les goûts. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la Principauté sous des facettes insoupçonnées. Vous connaissez forcément Sportel Monaco, l'un des événements majeurs en Principauté. Eh bien, sachez que la manifestation s'exporte aussi en Asie. Justement, je vous propose d'écouter Laurent Puyance qui revient sur cette édition qui s'est tenue mi-mars à Singapour. Alors Monaco, comme vous venez de le dire, est la manifestation, et une des manifestations qui en termes d'économie compte pour la Principauté de Monaco, puisque Sportel accueille chaque année plus de 2500 participants. En 2015, je pourrais dire que l'édition de Sportel a été l'édition la plus importante depuis sa création, tant au niveau de son contenu qu'au niveau financier. Donc nous sommes satisfaits de cette édition et nous allons continuer dans cette voie-là pour continuer à développer le marché de Sportel à Monaco. Cette année, donc en 2016, nous avons organisé donc, le Sportel
le Spring Market en Asie, à Singapour. Là aussi, nous pouvons être satisfaits car nous avons réalisé la meilleure édition que nous avons pu faire depuis que Sportel se déroule en Asie notamment. La seule différence, c'est que le marché qui se déroule au mois de mars est plus petit que le marché de Monaco, car cette année, il a regroupé plus de 750 participants venant d'une cinquantaine de pays et plus de 370 sociétés, donc c'est quand même un marché important, mais en comparaison du marché de Monaco, il est effectivement un peu inférieur. Cette année, c'était un marché asiatique, mais les grosses sociétés américaines viennent, mais en participant, en visiteurs. Et je vous donne rendez-vous donc à Sportel Monaco du 24 au 27 octobre, au Grimaldi Forum bien entendu. Et ces propos étaient recueillis par Frédéric Hélion. Passons à présent à ce concept innovant dénommé le goût d'en haut, le but étant de développer l'agriculture urbaine dans les espaces vides encore inutilisés en principauté. Un reportage de Mélodie Choum. Et si les fruits et légumes de notre assiette poussaient sur les toits ? En principauté, de nombreux espaces plats pourraient servir à cultiver aliments et aromates. L'idée vient de la jeune start-up Terre de Monaco qui a évalué la surface exploitable à près de 5000 m² sur les immeubles de Fontvieille et aux alentours. Une portance de 300 kg est nécessaire par mètre carré. Au fil des saisons, c'est une agriculture écologique qui est proposée aux restaurateurs, mais aussi aux particuliers en favorisant la culture locale. Ces produits bio seront également destinés au marché de Monaco afin de donner la possibilité à ses habitants de choisir d'où proviennent leurs aliments. Comme dit Pierre Rabhi, je trouve que c'est une très belle phrase, une très belle citation. Cultiver aujourd'hui son potager, c'est comme un acte politique. C'est un peu prendre le pouvoir sur l'agroalimentaire, évidemment à son échelle, mais pouvoir savoir quel est le vrai goût du fruit et du légume qui a poussé à terme, en saison et naturellement. C'est pas souvent ce qu'on retrouve sur le marché. Donc ça, c'est des valeurs que j'aimerais promouvoir. Des ruches, des poules, de quoi recréer un écosystème grâce à la permaculture. Si le projet est amorcé, Terre de Monaco compte aussi sur le financement participatif pour débuter l'exploitation. Des espaces verts ont déjà vu le jour aux États-Unis, sur les toits de Montréal et de Paris, de quoi encourager l'initiative en principauté. Et dans le reste de l'actualité monégasque, terminons en musique avec le jeune pianiste japonais Tomoki Sakata. Un concert était organisé ce mercredi soir au Théâtre des Variétés. Le virtuose a notamment remporté le Grand Prix du concours international de musique d'Asie. Il s'est produit dans de grandes salles à travers les États-Unis, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et avant de refermer cette édition, passons aux prévisions météo pour ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Vendredi, retour de quelques nuages avec des températures allant de 14 à 17 degrés. Samedi, le ciel sera très nuageux avec des températures qui resteront supérieures au normal. Dimanche, un ciel assez dégagé le matin sans risque d'averse avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Et enfin, lundi, un début de semaine nuageux. Les températures oscilleront entre 14 et 17 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.